jamais le bon moment, donc il faut se lancer tout simplement, il faut déconnecter le cerveau. Et de manière générale, donc voilà, c'est vraiment se dire qu'il y a vraiment, encore une fois, qu'il n'y a rien qui est impossible, ça dépend pas que de soi, mais en tout cas, on est quand même maître de beaucoup de choses, je pense, dans sa vie, et il faut se donner les moyens de réussir. Et même les échecs, au final, c'est juste une expérience que tu chopes et tu rebondis petit à petit, et ceux qui sont motivés réussiront tous, je pense. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Mastoc. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Charles Kirdali, fondateur de Fetch. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, on va un peu en parler. Mais en tout cas, merci beaucoup JC que tu sois présent aujourd'hui avec moi. On a mis du temps avant de faire ce talk. 2 ans. 2 ans. On a mis du temps, mais on y est arrivé. Donc c'est ça le plus important. 3e tentative. 3e tentative. Donc JC, bah écoute, pour commencer, moi je dis toujours ça à tous mes invités Mastoc. Donc d'habitude c'est 3 mots pour te décrire, mais avec toi j'ai envie d'en faire un seul. Si tu avais un mot pour te décrire, pour les gens qui ne savent pas, un mot pour te décrire, tu dirais quoi, JC? Optimiste. Optimiste. Très optimiste. Et en même temps, pessimiste. Et en même temps pessimiste. Comment être optimiste et pessimiste? C'est tout le paradoxe que je peux avoir, je pense. Je suis très optimiste sur des choses, et il y a des choses où je suis très pessimiste, en même temps je considère que rien n'est impossible, du coup j'essaie d'enlever mon côté pessimiste. Et du coup, je suis dans ce paradoxe constant en fait entre optimisme et pessimisme. D'accord. Et du coup, je travaille pour que ça tombe du bon côté, du positif, du pessimisme, enfin de l'optimisme du coup. Mais d'accord, ok, très bien. Mais du coup, tu es d'accord que pour être. Enfin, l'optimisme en soi, toi, ça t'a aidé sur tous tes projets. Enfin, on va en reparler, mais c'est un caractère important. Croire que rien n'est impossible, on va dire. Exactement, croire que rien n'est impossible. Je pense que c'est une belle phrase pour commencer ce talk. Ok, top. Bah écoute, tu sais, moi j'ai envie de. Bah déjà, parce que les gens, j'en ai un peu parlé un peu de ton parcours et notamment le fait que tu es quelqu'un d'autodidacte. Tu as appris par toi-même, donc déjà pour que les gens sachent. Et notamment, moi, un truc qui je suis super curieuse, c'est que tu es joueur de poker. J'étais. Oui, t'étais, parce que à la retraite. tu ne l'es plus. Mais tu as joué au poker et moi, je voulais savoir un petit peu comment ça t'est venu. Et qu'est-ce que tu as justement pu apprendre de ce jeu? Parce que je sais que ça t'a appris pas mal de choses. Et en quoi ça a pu peut-être éventuellement t'aider dans tes projets? Sur l'autodidacte, déjà, juste pour revenir là-dessus, je pense que personne n'est vraiment autodidacte. En fait, on est autodidacte dans le sens où j'ai pas fait des études particulières ou des longues études. Mais au final, j'ai puisé de différentes sources tout ce que j'ai appris. Donc on n'apprend rien tout seul, on apprend au contact des autres. Donc autodidacte, ouais, c'est vraiment, il faut bien se rendre compte que je pense notamment à Schwarzenegger qui dit ça, voilà, I'm not a self-made man, alors que c'était la définition du self-made man. Ouais. Et lui-même dit qu'il n'en est pas. Donc voilà par rapport à ça. Et après moi par rapport au poker, donc oui, je suis tombé dans ce jeu en fait à 16 ans où je commençais un petit peu à m'ennuyer à l'école. Je trouvais l'école assez lente en fait et qui est pas stimulante intellectuellement, et en tout cas dans la mienne. Et donc du coup j'ai découvert le poker par hasard. Et donc qu'est-ce que ça m'a apporté le poker? Donc pour moi c'est vraiment les fondations, ça m'a été plus important que Fetch sur certains aspects, parce que c'est là où j'ai appris en fait des compétences de manière directe et indirecte grâce au poker qui m'ont servi en tant qu'entrepreneur et même en tant que personne en fait. D'accord. Comme quoi? Parce que pour les gens qui n'ont jamais joué au poker, ça peut avoir une connotation un peu mauvaise le poker. Voilà. Et les gens ne comprennent pas forcément. Du coup déjà le fait de savoir s'entourer des bonnes personnes, la première chose. Donc dès que j'ai commencé à jouer au poker, en fait, je suis allé sur des forums. D'accord. Ça c'était j'ai 27 ans, pour situer, c'est quand j'avais au tout début, voilà, j'avais 16-17 ans, on va dire, je vais le dire quand même. Tu vas le dire quand même. Mais jouer gratuitement, donc c'était pas illégal. Et du coup j'ai rejoint un forum, et ensuite dans ce forum j'ai rencontré des joueurs avec qui on a fait une espèce de team, on va dire, sur Skype. Et il n'y avait plus MSN, déjà à l'époque c'était Skype. Et toi pas dû connaître MSN toi? Si, bien sûr, on a connu la génération 94, MSN. MSN. Les Wiz. Les Wiz sur MSN, exactement. Et du coup Skype. Ouais. Et en fait avec ce groupe-là, on a monté les échelons petit à petit jusqu'à devenir des joueurs capables de vivre du poker, en tout cas de bien vivre avec ça. D'accord, donc tu gagnais vraiment ta vie avec le poker? Ouais, moi j'avais la particularité de ne pas jouer non plus un nombre d'heures incroyable. C'est une compétence, je pense, j'avais pas ce côté geek qui me permettait de jouer des dizaines, enfin pas des dizaines, mais au moins 6 heures par jour, disons, comme un travail. Moi c'était plutôt de l'ordre entre 1 et 3 heures par jour. Mais du coup je gagnais beaucoup à l'heure, et ça me permettait
tout ce que j'ai gagné comme argent en fait, avant Fetch est venu du poker. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnais avec le poker? J'ai pas de somme précise, mais Une petite fourchette. Voilà, c'était des mois, les plus petits mois c'était 500, et puis les plus gros mois c'était 3-4 000. Waouh. On va tous se mettre au poker. Je t'étudiais moins un peu au-dessus peut-être, mais c'était quand t'es étudiant en tout cas c'était ça. Bah ouais, j'imagine. Et du coup je vivais chez ma mère encore, oui, donc t'es assez aisé on va dire en tant qu'étudiant. Mais surtout, donc, si l'aspect financier n'est pas le plus important, au final, je pense que c'est surtout donc, apprendre à s'entourer, apprendre à apprendre dans un domaine, donc partir de rien du tout et développer une méthodologie pour apprendre que tu peux dupliquer après dans n'importe quelle activité. Je pense notamment à un Tim Ferriss par exemple qui est très fort là-dedans, c'est sa spécialité, il a fait toute sa vie en fait c'est ça, c'est d'apprendre dans un domaine qui l'intéresse et de devenir un des meilleurs ou en tout cas de progresser dedans. C'est comme ça que la semaine de 4 heures d'ailleurs, et ceux qui ne connaissent pas Tim Ferriss, du coup j'invite on mettra les références du à suivre. Il a écrit The 4-Hour Chef, The 4-Hour Body, enfin il a écrit vraiment des bouquins où il décompose sa méthode d'apprentissage dans différentes activités. Donc moi je suis un peu un disciple, on va dire, de cette méthodologie d'apprentissage par soi-même et en puisant dans les ressources externes. Et ça m'a appris d'avoir un esprit analytique, ça me suis rendu compte qu'on a des data qu'on doit aussi track et qu'on utilise au poker, online. Prendre des décisions rapidement, parce que du coup on joue plein de tables en même temps, donc entre 6 tables et 12-15 tables sont les moments, en ce qui me concerne en tout cas, et ça oblige du coup d'avoir une capacité de prendre des décisions de manière rapide, et tout en prenant des bonnes décisions, parce que c'est quand même de gagner, donc il faut prendre des bonnes décisions. Donc voilà, un esprit analytique, un esprit mathématique, un esprit de rapidité de décision. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on développe sur le poker. Mais c'est marrant quand même parce qu'on se rend pas forcément compte qu'une activité comme le poker ou un jeu de base un jeu de cartes ça peut t'amener autant de compétences en tout cas, tu sais, c'est vrai. Alors d'ailleurs c'était reconnu comme un jeu c'est plus considéré comme un jeu de hasard du coup, et c'était prouvé que c'est un jeu de compétences en fait. Donc moi par exemple pour donner un exemple, sur les 4 années où j'ai bien joué, où je pouvais en vivre, j'ai eu qu'un seul mois où j'ai pas pris d'argent. Donc au final il y a ce que tu vas appeler la chance par exemple, on appelle ça la variance. Et cette variance en fait, plus t'es fort par rapport aux autres adversaires, plus elle est limitée et du coup moins t'as de chance de perdre de l'argent en fait. Et du coup moi je jouais à des tables où j'étais largement supérieur on va dire à la moyenne des joueurs contre qui je jouais, parce que je jouais plus bas que ce que j'aurais pu jouer par rapport à mon niveau. Et du coup je limitais les risques de perte en fait. Qu'est-ce qui t'a amené du coup ensuite, après ton expérience que tu as eue? Est-ce que c'est tout de suite après que tu as lancé ta boîte? Ça s'est passé comment? Ça s'est fait en parallèle, on va dire. J'arrivais à la fin d'un cycle. Le poker, du coup, comme je disais, j'ai commencé vers 16 ans. Et du coup, vers 22-23 ans, je commençais un petit peu à sentir que le marché du poker commençait à être très mature, voire sur le déclin. Et du coup, plutôt d'attendre que c'était vraiment le déclin, je me suis dit, on va changer de secteur. Donc les démarches d'un entrepreneur au final, opportunité, on va dire, de voir qu'il y a un truc qui n'est pas forcément en progression, plutôt en descente, et du coup de chercher un secteur qui sera plus propice à un avenir intéressant. Et donc du coup, je suis tombé par hasard pendant un stage, parce que j'ai fait quelques petites études quand même, que j'en parle pas souvent, j'ai quand même fait un petit peu de trucs à côté, un peu d'études. Pendant un stage, je suis tombé sur un forum d'entrepreneurs, trop cool, ou un blog d'entrepreneurs, enfin un site en tout cas. Et je n'aurais plus dire ce que c'était, mais après je suis tombé sur un blog d'Olivier Roland. Pareil, donc c'est un petit peu un des disciples de Tim Ferriss en France, donc Olivier Roland qui a écrit tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Du coup, moi je suis pas dans cette catégorie, j'ai eu la chance de les rater ou pas d'en faire des longues en tout cas, donc je me sens pas concerné, mais où il explique que c'est un avantage de pas refaire de longues études parce que ça crée des compétences que n'ont pas les gens qui font des longues études, même s'ils peuvent les acquérir quand même, mais ça crée des voies différentes. Et donc du coup, je tombe sur ça et je me dis, j'ai un espèce de déclic, je me dis en fait on peut monter une boîte quand on n'est pas vieux entre guillemets ou quand on n'a pas 20 ans d'expérience dans l'entreprise et de travailler avant du coup toutes ces années. Parce que moi, justement, le désavantage de ne pas venir d'école de commerce par exemple, c'est qu'on n'a pas des intervenants régulièrement qui viennent pour parler de leur expérience en fait. Je suis tombé sur le blog d'Olivier Roland et là j'ai pu voir du coup qu'on pouvait monter une entreprise avant d'être plus âgé, plus expérimenté. Et en fait, comme je vous disais, comme ne vient pas d'école de commerce, justement, le désavantage, c'est qu'on n'a pas accès à des intervenants qui viennent régulièrement pour nous montrer que c'est possible. Donc moi, il a fallu que je le trouve un peu par hasard. En plus, en ne venant pas de Paris, là, je suis originaire de Nancy en Lorraine, donc c'est encore plus compliqué, on va dire, de tomber à l'époque en tout cas, sur ce genre de contenu, ce genre de personnes.
Et du coup, du jour au lendemain, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est ça que je vais faire maintenant. Le poker, c'était un petit peu l'entrepreneuriat d'une certaine manière, j'étais entreprenant. Ouais. Et du coup, la suite logique, c'est de pouvoir créer ses propres projets. Et du coup, j'avais ce besoin aussi, je commençais à sentir ce besoin de devoir créer de la valeur que je ne créais pas assez avec le poker. Parce que le poker, tu prends de l'argent à des gens qui sont moins forts que toi. Après, j'en crée un petit peu différemment au poker avec je faisais du coaching aussi. J'apprenais des gens à jouer. Mais c'était un peu limité quand même. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Fetch, du coup, pour les gens qui ne savent pas, tu peux leur en fait, c'est pareil tout de suite, j'ai monté un projet avant Fetch, qui est moins connu du coup, forcément, parce qu'il n'a pas été lancé officiellement. J'avais rejoint qui était devenu mon associé à l'époque, qui avait un projet de créer, on va dire, un équivalent de Slack, qui est bien connu aujourd'hui. Mais avant que Slack existe, ou en tout cas Slack était tout petit à l'époque-là, il était aux États-Unis, je pense. Et du coup, on avait imaginé une messagerie pour les entreprises en prenant la base de Skype et en le segmentant comme fait Slack, au final, avec des channels, avec des intégrations, etc. Et en fait, comme on était très inexpérimentés, on a fait beaucoup d'erreurs, des erreurs classiques en fait, de jeunes qui démarrent mais lancent leur entreprise. Et du coup, on a fait 6-8 mois d'erreurs et après, j'ai préféré arrêter des discordances aussi de vision avec l'associé et 6 mois après qu'arrivait Fetch, 2-3 mois après. D'accord, ok. Mais du coup, tu avais toujours cette envie de lancer un truc à toi? Oui, ça ne m'a pas dégoûté les 6-8 mois, au contraire, c'était juste que j'ai vu ce que je voulais pas trop faire, du coup je voulais faire, là dans cette business-là notamment, je l'ai rejoint en plus parce que je voulais créer une boîte, et genre j'aurais pas pris n'importe quoi, mais j'étais pas trop sélectif sur le type de projet, je voulais créer une boîte. Et pour moi, un entrepreneur, il doit plutôt pas avoir envie de créer une boîte, il doit vouloir répondre à un besoin, résoudre un problème, on va dire, c'est mieux dit comme ça. Le but d'un entrepreneur, c'est qu'il voit un problème et il a trop envie de le résoudre. Souvent le problème, du coup, va le concerner, parce que comme ça, il a de l'empathie pour les gens à qui il va adresser ce problème après, va proposer une solution à ce problème. Et du coup, dans le cas de Fetch, donc là je peux expliquer, du coup Fetch c'est de la livraison de restaurants, donc tout sur un site internet et une application, donc comme connaissent bien les gens maintenant, les concurrents qu'on avait c'était Deliveroo, Uber Eats, ce genre d'entreprise. Et du coup, moi je l'ai commencé de manière très naïve, on va dire à Nancy, sans études de marché, juste parce que je voulais me faire livrer mes restos dans ma ville d'origine. D'accord. J'ai eu T'as ressenti ce besoin-là, quoi. Oui, j'ai eu une idée, j'ai eu une connexion qui s'est faite un peu de manière hasardeuse, on va dire, en allant au cinéma voir un film et le soir en ayant faim, c'était un film de livraison et j'avais faim, du coup j'ai fait une connexion entre les deux, j'ai fait de la livraison de resto. Eureka, j'ai trouvé, ok. Et dès le lendemain, je me suis mis à travailler dessus et c'est devenu ce qui est devenu Fetch ensuite pendant 3 ans. Donc si tu devais résumer Fetch là en quelques chiffres, en 3 chiffres pour les gens qui... Oui, Fetch, c'est combien de... du coup, là on l'a vendu cet été, mais c'était en volume d'affaires, c'était entre 4 et 5 millions, donc on devait faire à peu près, on avait fait 1,5 million de chiffre d'affaires, 1,5 et 2. C'était 25 employés et on traitait avec 400-500 restaurants et 400 livreurs, quelque chose comme ça. Waouh, c'est beau. Dans 7 villes en France. Voilà. Et du coup, pour les gens qui se disent, mais en fait, t'es un joueur de poker, après t'as monté ta boîte, c'est quoi un peu les secrets, si tu devais nous dire un peu qu'est-ce qui a fait que ça a marché et tout, Fetch, et comment t'as réussi justement finalement à revendre la boîte? Le secret, c'est qu'il n'y en a peut-être pas en fait, c'est que c'est quand même. Moi, je pense pas que je me considère pas comme un génie ou comme un mec plus intelligent que la moyenne. C'est sûr que j'ai des compétences que d'autres n'ont pas, et puis j'en ai que j'ai pas, que j'aimerais bien à la fois. Pourtant, on voit des personnes très talentueuses dans d'autres domaines. Mais après, c'était clairement. On revient à la base, comme ça que je disais, le poker, c'était ce qui m'a le plus appris. Enfin, le plus appris. Qui a été l'acte fondateur, on va dire, de mon apprentissage, parce que j'ai plus appris dans l'entrepreneuriat forcément avec Fetch, ça c'est évident par rapport au poker. Mais cette capacité d'apprendre, en fait, d'apprendre n'importe quoi, en fait. Et après, je pense d'avoir une envie d'avoir un impact très fort en fait, sur la société qui se développe de plus en plus depuis que j'ai maintenant, depuis 3-4 ans, 23 ans du coup. Et les deux cumulés, en fait, l'envie d'apprendre plus l'envie d'avoir un impact, ça fait qu'en fait, je reviens au truc que j'étais à créer un impossible et du coup j'essaie vraiment de dire ça que j'ai une idée, c'est un impact que je veux le faire, c'est ça qui ait du sens et après je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. Quoi. Super, ça c'est hyper important justement, on en parle souvent même dans Master, même que c'est le projet a un sens aussi pour toi. C'était quoi ton ressenti quand tu as revendu ta boîte? Nous c'était un peu particulier parce que c'est vrai qu'on dit revendu, mais nous c'était pas forcément vendu dans les meilleures conditions. On a fait se faire racheter par un concurrent dans de très bonnes conditions il y a quelques mois, il y a 3 à 6 mois.
Et finalement, suite à des problèmes techniques qu'on a pu avoir avec Fetch, parce que Fetch a toujours eu du mal, en fait, on a eu une histoire en fait, qui sera assez longue à raconter, mais au niveau technique, on a toujours été un petit peu en retard par rapport au reste de la boîte. Et du coup, à un moment, on arrive à un stade où ça ne suivait plus du tout, et il a fallu se faire racheter du coup par un autre. C'est ça. Et du coup, donc tu étais un peu en mitigé quoi. En fait, j'ai eu tout. Non, je suis pas mitigé, au final, je suis. Comment dire, d'un point de vue personnel, Fetch m'a appris tout ce que je voulais apprendre. D'accord. Il n'y a qu'un truc, on va dire, qui est un peu frustrant, c'est de ne pas avoir ouvert un deuxième pays. Et éventuellement pas avoir eu le cash nécessaire pour aller beaucoup plus vite dans l'ouverture des villes. Parce qu'en fait, on avait l'ossature, on avait les process pour aller très vite. On avait vraiment bien travaillé avec notamment mon associé, plus que moi, parce que c'était lui qui est vraiment très fort en opérationnel. On avait tout qui était en place pour vraiment tout défoncer dans toute la France, voire toute l'Europe. En tout cas, on pouvait aller très vite. Déjà en France. Et ça, on a toujours été un peu frustrés parce qu'on n'a pas eu forcément les financements qui ont suivi, on n'a pas eu, il y a eu des choses dans les de la boîte qui font que, des fois, on n'était pas, on avait encore sous la pédale, on va dire. D'accord. Okay. Mais s'il y avait une chose que tu devrais retenir un peu de cette expérience de Fetch, ce serait quoi que tu voudrais partager? Une chose, c'était bien de demander qu'une seule chose. Oui, parce que c'est non. Une chose, je dirais. C'est quoi qui t'a le plus appris au final? En positif, ce que j'ai le plus appris, c'est dur, c'est une seule chose qui a différentes phases, mais l'aspect humain, on va dire, c'est quand même une grosse différence au moment avant et après qu'on est des employés. Et c'est très intéressant la phase où on a des employés, très compliqué aussi, beaucoup plus difficile. C'est plutôt de gérer les employés que de gérer son produit en fait. C'est un vrai challenge quoi. C'est un vrai travail. Et du coup, quand les premiers, first time entrepreneurs, on apprend tout du coup, l'humain. Donc moi je lisais beaucoup de livres, des choses comme ça pour me mettre à niveau et parler à d'autres CEO qui avaient plus d'expérience que moi en management d'humain. Enfin, management, genre c'est des humains a priori. Et en négatif, je dirais. Il n'y a pas grand chose, hein, je dirais presque, des fois c'est presque l'humain aussi, des fois qui n'a pas été simple, il y a eu des mauvaises choses aussi à gérer, on va dire, des choses qui n'ont pas été compliquées. J'ai aussi eu, en étant énormément visible dans ma région, en fait, j'ai aussi, ça je m'en fous un petit peu, mais j'ai quelques détracteurs, on va dire, qui n'aiment pas forcément, parce que j'étais mis beaucoup en avant, en fait, et je partage beaucoup de contenu, donc du coup il y a forcément des gens qui ne sont pas forcément dans cette dynamique et qui considèrent que je peux être prétentieux ou je ne sais quoi, et du coup voilà, il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément ma manière de communiquer, mais après, au final, non, je m'en fous en fait. Ouais, tu t'en fous, donc c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Et ok, super, Jean-Charles. Et maintenant, du coup, maintenant que tu as vendu ta boîte, je pense que les gens sont assez intéressés de savoir aussi un peu quels sont tes nouveaux projets, où est-ce que tu te vois en fait aller maintenant que tu as toute cette expérience-là finalement, c'est quoi la suite? C'était pas évident, j'avoue cet été, j'avais déjà fait que je gère la vente et la transition aussi avec la boîte qui est rachetée, je suis resté quelques temps pour les aider, mais j'ai quand même eu le temps de réfléchir déjà dès cet été. En gros, j'ai eu plusieurs phases, j'ai eu beaucoup d'offres de gens qui m'ont contacté spontanément, de start-up ou autres pour me proposer des choses. Ce qui est hyper cool parce que du coup ça montre aussi le travail accompli. Ça montre que voilà, monter une boîte qui a fait vraiment des belles choses en fait, peu importe qu'elle soit vendue 100 millions ou moins cher, en fait, il y a quand même les gens s'y reconnaissent qu'il y avait du niveau derrière, qu'il y avait des gens qui étaient compétents. Ça fait plaisir, mais pas que moi, pour mes employés aussi, pour mes associés, enfin voilà, là on parle de moi, mais c'est collectif, j'étais pas tout seul, et aussi on a eu des belles opportunités. Donc du coup, moi ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de créer des projets, alors c'est pas forcément une start-up forcément, mais c'est de rejoindre ou de créer des projets qui ont un vrai impact sur la société, sur les grosses problématiques actuelles, on va dire. Là j'ai eu la chance d'avoir un apprentissage accéléré grâce à Fetch, c'est pour ça que j'ai voulu faire une start-up aussi, c'est parce que à la différence d'une TPE, c'est que on passe très vite les étapes quand la boîte fonctionne correctement. Tout le monde n'a pas cette chance aussi de passer les étapes parce que il faut aussi que les planètes soient alignées à certains moments et travailler dur. Mais voilà, moi ce que je veux c'est créer des projets à impact, et du coup quand je parle d'impact, pour moi qu'est-ce qui est important aujourd'hui, du coup moi j'ai mon quatuor, donc on avait déjà un petit peu parlé, donc pour moi les sujets c'est philosophie. On a une société qui avance très vite, on a besoin aujourd'hui de récits, de courants de pensée, de se projeter dans le XXIe siècle et d'avoir un vrai cadre, on va dire, de pensée qu'on n'a pas aujourd'hui, qui n'est pas établi. Donc il y a une base au niveau de la philosophie qui peut être abstraite, mais c'est important je pense. L'éducation, que ce soit scolaire ou l'éducation dans toute la vie, parce que du coup on a toujours besoin d'apprendre maintenant, on ne peut plus se contenter de juste apprendre à l'école ou en post-bac.
Donc il y a cette partie-là qui est très importante, que je voudrais travailler avec des nouveaux concepts. L'écologie, aujourd'hui il y a un vrai problème en termes d'écologie, on voit bien l'environnement, ça part complètement dans tous les sens et on n'est pas du tout dans la bonne direction. Donc moi je ne crois pas forcément que c'est ce qui est en place aujourd'hui qui, au niveau, je pense, voilà, au niveau de l'État notamment, et d'autres organismes qui vont nous sauver. Du coup je pense qu'il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui lead, on va dire, des mouvements, des projets. Exact. Et la technologie pour finir, donc on reste dans la tech avec les hautes technologies et ce qu'on appelle les low-tech aussi. Donc, voilà, c'est les 4 sujets qui m'intéressent. D'accord. Donc voilà. Trop cool. Et je sais que tu écris beaucoup de contenu. Et notamment, moi je suivais pas mal des articles que tu écris sur Medium. Je trouve que c'est super bien. Enfin, c'est super en termes de contenu. Puis comment tu trouves. Parce que là, je sais que tu as lancé ta newsletter aussi. D'ailleurs, si tu veux en parler un petit peu. Mais comment tu trouves un peu tes sujets d'où vient l'inspiration? Ça vient. Déjà, j'ai une liste, une to-do list simplement. Dès que j'ai une idée, je note dans un. Idée de blog, d'article de blog, ou article, ou pensée, parce que j'écris aussi sur LinkedIn des plus petits, je le fais moins maintenant, mais j'écris aussi beaucoup pendant un an sur LinkedIn, des tout petits, ça faisait 7-8 lignes, quoi, des petits articles. Quoi. Et c'est vrai que sur Medium, ça fait 3-4 ans que j'écris, et alors là-bas, j'écrivais que sur les startups, parce que c'est ce que j'apprenais, j'avais envie de comprendre moi-même déjà ce que je faisais, et après de le partager, toute cette démarche un peu de j'apprends, je transmets, je transmets. Ça c'est important, parce que je trouve que voilà, c'est presque une des fonctions principales de l'humain, on va dire, de transmettre en fait. Voilà, il y a donner la vie et il y a la transmission. C'est les 2 choses pour lesquelles on existe, je pense. Et du coup, voilà, donc j'en fais une des 2 déjà pour l'instant. C'est déjà pas mal. Après, je suis dans une phase aussi où j'écris de plus en plus sur des sujets, notamment avec le quatuor dont je parlais avant. Parce que même si je sais que les gens m'attendent plus sur les startups, mais je pense qu'il y a des vrais sujets où les entrepreneurs ont un mot à dire. Et voilà, les gens qui sont entreprenants, et du coup j'écris beaucoup là-dessus. Enfin, je commence à écrire pas mal sur des sujets un peu divers de société. Et comme tu dis, j'ai lancé une newsletter du coup où je partage, trop cool. Je partage tous les lundis. Donc on mettra le lien justement vers la newsletter. Avec plaisir. Donc tu partages tous les lundis. Tous les lundis, du coup là-bas c'était mes contenus et les contenus que je préférais, que j'avais sourcés à droite à gauche. Et là je vais me concentrer vraiment sur les contenus que j'aime bien, pas les miens. Et puis je verrai peut-être pour ajouter peut-être un deuxième mail dans la semaine, peut-être le jeudi, avec mes contenus à moi, parce que les gens aussi voilà, ils aiment bien lire ce que j'écris, mais je considère qu'il fallait. Moi j'aime bien cette côté. Je lis beaucoup de choses, donc je chope tout ce que j'aime bien sur internet et je le donne aux gens après, je fais un espèce de filtre pour eux en fait. Et tous les lundis, du coup, je leur donne 3 qui m'ont fait kiffer quand même. Yes, très bien, merci beaucoup JC. Donc on va finir par le Best of Challenge. N'aie pas peur, à chaque fois je dis ça. Non, pas du tout. Alors en fait, je vais te dire, je crois 3 mots et tu me dis le premier mot qui te vient en tête. D'accord? C'est dangereux ça. Non. Alors si je te dis Station F. Grand. Ok, leadership. Steve Jobs. Ah oui, leadership Steve Jobs. Ok. Et si je te dis premier? C'est premier, non. J'allais dire dernier, du coup, le premier mot. Le premier, dernier. Si je te dis premier, comme ça, le premier mot qui te vient, c'est dernier. Oui. Ah oui, donc tu as une vision très premier, dernier. Ok, super. Alors maintenant, j'aimerais bien te demander aussi quelques petits tips pour la communauté Mestock qui nous regarde. Notamment si tu avais... Là, l'application que tu utilises en ce moment, c'est quoi? L'appli du moment Mon app du moment? Ouais. Google Maps. Ça va aider les gens. Comme je viens d'arriver à Paris. Ah oui, c'est vrai, Google Maps. Une appli, ouais. Google Maps. Todoist, appli Todoist que j'utilise tous les jours. Todoist, du coup. Trop cool. Un petit tips de productivité que tu as envie de partager avec nous? Pas de téléphone, pas de rendez-vous le matin. Ah, ok, trop cool. Et un livre, quelque chose qui t'a marqué que tu aimerais partager avec nous? Beaucoup, donc c'est toi d'en sortir un. Là, en ce moment, peut-être le dernier livre que tu es en train de lire? Là, dans les derniers que j'ai lus, je dirais, j'ai bien aimé le discours de la servitude involontaire de la Boétie, qui est très moderne. D'accord. C'est du XVIe siècle, mais qui est complètement là sur ouais, t'en as parlé dans ta dernière newsletter. Sur que le peuple se laisse s'endormir et qu'il devrait se réveiller un petit peu. Et voilà. Super, merci beaucoup JC. Si tu veux donner un dernier, mais vraiment dernier tips pour toute la communauté Mestock qui nous regarde, s'il y avait une chose que là aujourd'hui, un message important en tout cas que tu as envie de partager, ce serait quoi? C'est pour les gens qui hésitent à se lancer, c'est que il n'y aura jamais de bon moment, donc il faut se lancer tout simplement. Il faut déconnecter le cerveau. Et de manière générale, donc voilà, c'est vraiment se dire qu'il y a vraiment, encore une fois, qu'il n'y a rien qui est impossible. Ça dépend pas que de soi, mais en tout cas, on est quand même maître de beaucoup de choses, je pense, dans sa vie, et il faut se donner les moyens de réussir. Et même les échecs, au final, c'est juste une expérience que tu chopes et tu rebondis petit à petit. Et ceux qui sont motivés réussiront tous, je pense.
Exactement. Bah, en tout cas, merci beaucoup Lycée. On va mettre tous les liens dont tu nous as parlé, en tout cas en bas de la vidéo. Si vous voulez contacter Jean-Charles, donc on mettra aussi peut-être le LinkedIn. Ouais, LinkedIn. Ouais, t'es plus actif sur LinkedIn qu'Instagram, non? Ouais. Voilà, et le lien vers sa newsletter. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Mailstock. À bientôt.